Mesdames et messieurs, bonsoir. Le président de la République, son Excellence Patrice Talon, à l'occasion de son discours d'investiture le 23 mai dernier, a réitéré son engagement pour l'amélioration continue du climat des affaires, mais également, je cite, pour l'assainissement des finances publiques, la dématérialisation des procédures, des programmes spécifiques de financement de l'économie et le retour de l'État dans l'investissement industriel pertinent. Il est évident que depuis 2016, un nombre incalculable de réformes a été implémenté pour susciter la création d'entreprises et rendre le Bénin plus business friendly. Cela va de la dématérialisation des procédures de création d'entreprises, la baisse de la TPS pour les PME et TPE de 400 000 à 150 000 francs CFA, le raccordement gratuit à l'eau et à l'électricité, toujours au profit des PME, la dématérialisation des déclarations fiscales, la réforme des factures normalisées, entre autres mesures. En outre, la zone économique spéciale de Glodjibé en cours de construction semble devoir être le vaisseau amiral des ambitions industrielles de notre pays. Toutefois, subsistent quelques défis et non des moindres, comme l'accès au financement des entreprises, surtout en ces temps de conjoncture économique défavorable, booster la compétitivité des entreprises, des PME et TPE en l'occurrence, combler le déficit de formation indispensable à la gestion d'entreprise, les incitations et autres facilités fiscales, l'accompagnement à l'export, le numérique et j'en passe. Autant de questions auxquelles nous tâcherons de trouver des réponses après avoir fait le point du dispositif existant et concourant à améliorer l'attractivité de la destination Bénin. Et pour décrypter ces points, j'ai l'honneur d'avoir avec moi ce soir Laurent Gambès, directeur général de l'Agence de promotion des investissements et exportations APIEX. Bonsoir, directeur. Bonsoir. Avec nous également, nous avons Ilias Sinan, conseiller technique au suivi des réformes du ministère de l'économie et des finances. Bonsoir. Bonsoir, monsieur Loumou. Voilà. Nous allons, pour camper le décor de cette émission, nous allons avoir droit à un court extrait du discours d'investiture du président de la République que j'évoquais tout à l'heure sur ce point bien précis, sur le point de l'amélioration du climat des affaires. Nous regardons rapidement et nous revenons en plateau pour décrypter. La dynamique de développement en cours sera davantage portée par l'assainissement des finances publiques, la dématérialisation des procédures, les programmes spécifiques de financement de l'activité économique. Elle le sera également par le retour de l'État dans l'investissement industriel pertinent. L'objectif étant de lancer la dynamique industrielle pour rendre notre environnement plus attrayant à l'investissement privé. Nous poursuivrons alors nos efforts pour l'amélioration continue du climat des affaires. L'amélioration continue du climat des affaires. Monsieur Gangbès, pourquoi est-ce important? C'est important parce que l'investisseur privé a besoin de perspectives. Il a besoin de savoir si les différentes mesures qui sont mises en place par les États sont de nature à lui garantir des gains et des profits, et surtout de lui garantir que son investissement sera rentable à moyen et long terme. C'est la raison pour laquelle nous devons travailler constamment à faire en sorte que le climat des affaires s'améliore au quotidien. Et cette amélioration du climat des affaires, c'est pas, on n'arrivera pas à un moment donné à arrêter en fait ce processus d'amélioration. C'est un processus d'amélioration qui est constant parce que notre environnement doit vraiment permettre à l'industriel, à l'investisseur privé d'être rassuré et d'avoir confiance dans le développement de son activité dans notre pays. Monsieur, sinon, je vais vous poser la même question autrement, mais je vais ajouter un pan. D'où venons-nous exactement et pourquoi l'amélioration du climat des affaires est devenue le cheval de bataille de l'administration Talon depuis 2016? Merci, monsieur le journaliste. Cela ne pouvait être autrement. L'on ne peut bâtir une grande nation, l'on ne peut bâtir une économie prospère si l'on n'assied pas un système de gouvernance basé sur sur le secteur privé. Vous savez, l'État n'a pas vocation à produire de la richesse. L'État a vocation à mettre en place l'environnement adéquat, a vocation à mettre en place les moyens nécessaires afin que
les créateurs de richesse, le secteur privé, puissent se sentir à l'aise pour pouvoir bâtir une grande nation. Nous ne pouvons bâtir ce pays si nous n'avons pas de grands investisseurs qui paient suffisamment les impôts pour nous permettre d'avoir suffisamment de ressources pour construire des hôpitaux, pour construire des salles de classe, pour construire des stades. Nous ne pouvons pas avoir une grande nation si nous n'avons pas des investisseurs qui importent suffisamment dans notre pays afin que la fiscalité douanière se porte mieux. Nous ne pouvons pas avoir une grande nation si nous ne produisons pas nous-mêmes. Avec un secteur privé vraiment dynamique, nous ne produisons pas à travers une industrialisation poussée. Et ce n'est pas à l'État de créer des entreprises, ce n'est pas à l'État de créer des industries, mais plutôt l'État a vocation à mettre en place cet environnement-là et que l'État fait preuve de cette vocation-là. On dit que l'État est en train d'améliorer le climat des affaires, mais nous sommes dans un monde en perpétuelle concurrence. Et puisque nous sommes en perpétuelle concurrence, nous n'allons jamais nous arrêter. C'est tel que le mot même le signifie, le développement. Ouais. C'est un processus de recherche permanente. Donc nous devions chaque fois chercher à lever la barre un peu plus haute afin d'être plus compétitifs que les pays de notre sous-région, afin d'être plus compétitifs que les pays du système international. Donc tout gouvernant qui veut véritablement bien gouverner et asseoir une nation prospère n'a pas autre choix que de travailler rigoureusement à améliorer de façon continuelle le climat des affaires. Voilà, on va arriver tout à l'heure aux réformes concrètes, mais je vais être un peu taquin là-dessus. Pour les observateurs avertis, on a toujours eu chaque année, par exemple, la publication du Doing Business qui note, on parlait de compétition tout à l'heure, mais quand on regarde un peu Espace UEMOA ou CEDEAO, ou en tout cas à l'échelle du continent ou même ailleurs, on a un peu l'impression que les pays, il y a comme une course à l'échalote. Celui qui va mieux détaxer, celui qui va faire le plus d'exonération. Est-ce que l'amélioration du climat des affaires ne va pas plus loin que juste des cases à cocher pour, je ne dirais pas pour bien faire, parce que ce sont des réformes importantes, mais est-ce qu'on ne va pas au-delà d'une simple compétition? Absolument, vous avez raison. L'amélioration du climat des affaires ne peut se limiter à un classement Doing Business. Nous souscrivons bien évidemment à cette démarche parce que quand même, cette démarche nous permet d'avoir un aiguillon pour voir vraiment où nous allons et pour également nous comparer en fait aux autres pays. Donc je pense que c'est une démarche qui n'est pas négative. Oui. Mais nous devons... ça ne peut pas être la seule démarche. Nous devons travailler vraiment en profondeur, de manière à ce que le climat des affaires amélioré, qui va sous-tendre les investissements, nous permette d'avoir en fait une économie pérenne, durable. C'est la raison pour laquelle ce n'est pas seulement le classement Doing Business que nous recherchons à faire en sorte que les fondamentaux de notre économie soient vraiment des fondamentaux qui nous permettent d'asseoir une économie durable, viable à long terme. C'est la raison pour laquelle le travail qui est fait actuellement est un travail en profondeur. Nous n'avons pas les yeux rivés sur le classement d'un business. Nous travaillons sur les fondamentaux en fait de notre économie, parce que notre économie est différente des économies voisines. Nous avons, nous, des atouts que les autres n'ont pas, les autres ont des atouts que nous n'avons pas. Nous devons faire en sorte que notre travail collectif au niveau du Bénin nous permette justement de pouvoir capitaliser sur nos atouts, minorer en fait les zones où nous ne sommes pas très bien positionnés, mais surtout avec cette énergie qui doit permettre justement aussi bien aux investisseurs locaux qu'aux investisseurs internationaux de considérer que c'est au Bénin qu'il faut venir investir. Oui, et en parlant d'atouts, le Bénin se distingue par quoi? Le Bénin se distingue très concrètement par sa production agricole. Oui. Il ne vous a pas échappé que depuis quelques années, nous sommes devenus le premier producteur africain de coton. Oui.
vous a pas échappé que nous avons eu l'année dernière également de bonnes performances en matière de culture maraîchère. Il ne vous a pas non plus échappé que nous avons réussi à faire venir dans notre pays des industriels dans le domaine de la transformation de fruits. Oui. Nous avons également chez nous des investisseurs locaux qui ont investi ce secteur. Et donc, nous commençons à nous constituer un petit dispositif d'activité industrielle que nous souhaitons multiplier. C'est la raison pour laquelle tous les efforts que nous faisons tendent à faire en sorte que les investisseurs, aussi bien locaux qu'internationaux, considèrent que le Bénin est vraiment engagé dans la voie en fait, de la transformation structurelle de son économie et il est bien de venir participer en fait, à ce développement. Voilà. En jetant un œil sur le mémorandum des réformes, le résumé, la curiosité fait qu'on tombe sur quelques, entre griffes, incongruités que vous avez sauté. Par exemple, dans la création d'entreprises, on dit soutien à l'égalité homme-femme grâce à la suppression de la demande de certificat de mariage pour les femmes, par exemple. Est-ce que la première bataille qui a été gagnée, ce n'est pas celle de la bureaucratie, de la lenteur? Parce que si on n'en avait pas parlé, beaucoup d'incongruités de telle sorte, de ce type, persisteraient encore. Est-ce que la première bataille, ce n'est pas changer les habitudes et arriver au bout de cette bureaucratie très pesante pour les entrepreneurs ou les porteurs de projets? N'empêche pas l'autre, il faut bien le préciser. Là, vous faites focus principalement sur une action qui a été pendant longtemps reprochée au Bénin, dès que notre pays en a pris connaissance et que les dirigeants ont voulu changer la donne, ils l'ont sitôt changé. Vous l'avez dit tout à l'heure, nous n'allons pas améliorer notre environnement des affaires en faisant focus seulement sur les domaines évalués par l'évaluateur de la Banque mondiale. Au-delà de ces points, qui sont des points qui sont intéressants pour l'évaluateur du business, dont le point relatif à la suppression de l'exemple de l'acte de mariage pour les femmes lors de l'établissement d'une pièce d'identité, le gouvernement depuis 2016 s'est attelé à véritablement rendre plus performant l'administration publique béninoise. Rendre plus performant l'administration publique béninoise en réduisant le plus possible le contact entre l'usager et l'administration qui peut être vicié. Nous avons aujourd'hui plus de 250 services publics dématérialisés. Et quand on vous dit que c'est dématérialisé, c'est que derrière ça, il y a réduction drastique du délai, réduction drastique du coût. Nous allons vouloir citer les domaines dans lesquels nous avons conduit cette dématérialisation. Nous n'allons pas finir. Le directeur général de la pièce est là. Hier, pour créer une entreprise au Bénin, vous avez démarré en 30 jours, vous n'avez pas fini. Vous n'avez pas fini. Aujourd'hui, vous vous levez, vous êtes informé des pièces, vous réunissez vos pièces. Le temps d'aller au marché de revenus que vous avez déjà créé, vous avez déjà créé votre entreprise. Donc, nous n'allons pas faire focus sur des mémoires produits pour des institutions internationales. Bien évidemment, il ne faut pas jeter à la poubelle l'évaluation faite par les institutions internationales parce que c'est des études préalables qui sont faites et qui font focus sur les secteurs prioritaires où il faut améliorer les choses pour attirer les investisseurs. Si vous choisissez dans votre pays, fermez les yeux sur ces domaines évalués et vous vous intéressez à autre chose, vous n'aurez pas les investisseurs. Il faut travailler suffisamment dans les domaines recommandés par les institutions internationales, mais aller au-delà. Un domaine important, par exemple, c'est celui de l'énergie électrique, qui est un facteur très important pour le climat des affaires, un facteur très important pour l'industrialisation. Vous avez demandé, par exemple, c'est quoi l'atout du Bénin en matière de business. Vous voyez, dans notre sous-région, nous sommes la porte la plus intéressante pour viser le marché du Nigeria qui fait 200 millions d'habitants. Vous n'êtes pas sûr. En ce qui concerne l'environnement sécuritaire au Nigeria, vous n'êtes pas sûr. En ce qui concerne l'organisation du travail, vous avez besoin peut-être d'un pays où
où il y a la paix, où le climat démocratique est assez abordable, où le business est assez fluide, vous pouvez vous installer au Bénin. Mais pour vous installer au Bénin et que vous n'avez pas l'énergie électrique nécessaire pour pouvoir produire, on a parlé par exemple de vivres frais. De vivres frais, par exemple, vous voulez les exporter sur le Nigeria, vous avez besoin suffisamment d'énergie électrique. Et vous voyez, hier, le Bénin ne pouvait pas attirer de grandes industries telles que le DG l'a dit, parce qu'on n'avait pas la capacité d'avoir cette énergie électrique. Mais le gouvernement ne s'en arrête pas là. Il faut suffisamment produire, mais il faut garantir le coût de l'accès à l'électricité aux producteurs, parce que si le monsieur il est rassuré qu'il vient au Bénin, au-delà des atouts naturels dont nous disposons, qu'il a l'énergie électrique, mais qu'il l'a à moins de coût, déjà que la main d'œuvre dans notre pays est beaucoup plus accessible, vous voyez. Mais ça, c'est pas des domaines évalués par d'une business, mais le gouvernement sait que ce sont des important. importants. Je voudrais m'arrêter dessus pour être, je ne dirais pas, pour être encore un peu plus taquin. Quand on parle du Nigeria, c'est un peu comme c'est un refrain depuis, on va dire, 30 ans, 40 ans. Et parfois, tous les gouvernants en parlent. Et on a peut-être l'impression que c'est une chimère. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, ce marché, concrètement, est plus appréhendable pour les hommes d'affaires, que ce soit béninois ou investisseurs étrangers au Bénin? Parce que c'est dans tous les rapports, dans tous les mémoires, vous allez à l'université, c'est partout. Le Nigeria, c'est le continuum naturel pour les exportations du Bénin. Donc, vous avez dit c'est naturel. Oui, donc naturel. On a conclu ça. C'est naturel, c'est que si vous êtes au Bénin, vous pouvez facilement accéder au marché nigérien. Mais tant que le Bénin ne va pas mettre en place une politique qui permettra véritablement de constater que nous arrivons à partir du Bénin à capter le marché nigérien, ce refrain continuera. Et c'est pour que ça change qu'aujourd'hui, nous avons des réformes, nous avons des facteurs mis en place qui nous permettent. La question de l'énergie électrique. Hier, l'énergie, on allait l'acheter au Nigeria. Vous voyez? Mais si nous allons acheter l'énergie au Nigeria, pourquoi l'industriel va venir s'installer au Bénin? Il vaut mieux alors qu'il s'installe au Nigeria pour capter le marché nigérien. Aujourd'hui, si nous produisons suffisamment cette énergie électrique, il est sûr que s'il s'installe ici, il ne va pas l'amener du Nigeria. Maintenant, assurons également le coût. Ne sais pas si vous voyez. Les infrastructures routières pour accéder au marché nigérien, il a aujourd'hui la route pour y aller. Il est sûr et convaincu qu'il n'y aura plus de tracasserie douanière pour sortir du pays, parce que le mécanisme est totalement dématérialisé. Il paiera ce qu'il doit juste payer, mais il n'aura plus de faux frais. Il est rassuré que quand il quitte par exemple son usine à Alada, ou bien qu'il quitte son usine à Boycon, il ne rencontrera pas des postes de contrôle, des dizaines de postes de contrôle sur la route. Vous voyez, ce sont de petites choses auxquelles peut-être on ne pensait pas hier, auxquelles peut-être les gouvernements n'ont pas pensé hier, qui changent la chose. Ce que nous disons, ceux qui analysent l'économie savent déjà que ça change. Quand vous voyez par exemple la quantité de soja qui sort du Bénin, c'est parce que l'environnement y est favorable. Quand vous voyez la quantité d'ananas qui sort du Bénin, non pas seulement sur le marché nigérien, le Bénin exporte aujourd'hui beaucoup d'ananas en Europe. Je ne sais pas si vous voyez, c'est parce que l'environnement est en train d'être favorable. C'est à cause, si nous exportons l'ananas au Nigeria, c'est bien évidemment à cause des travaux que nous faisons à l'aéroport de Kadjaou, qui permettent la chose, qui permettent que des avions porteurs cargo puissent venir. Avoir une plateforme logistique performante. Voilà. Je voudrais revenir à vous, Monsieur Gangbès. Les chiffres parlent d'eux-mêmes pour la création d'entreprises. Je pense que ça foisonne avec toutes les réformes qu'il y a. Mais la question qui subsiste, c'est disons, la vie de ces... On va pas se focaliser d'abord sur les PME et TPE, parce que c'est la majorité. Il y a la viabilité de ces entreprises. Et la question se pose à deux niveaux. Accès au financement et des questions de trésorerie après. Parce que même quand
on parle de numérique ou de digital, pour développer une application, il faut quand même du temps pour arriver à une version bêta, faire les essais, ainsi de suite. Et donc se pose dans ce laps du temps la question de la trésorerie. Donc accès au financement, trésorerie des entreprises, c'est vrai que la TPS a été abattue de 400 000 à 150 000, c'est un fait. Comment on aborde ce double défi? Alors, ce double défi est pris très au sérieux par le gouvernement. Vous savez qu'il y a eu deux avancées majeures qui consistent à ce que il y a une banque, la BIC, qui est devenue, en fait, et qui va devenir de plus en plus la banque qui va accompagner en fait le financement en fait des entreprises. Il y a une autre initiative importante qui est liée en fait au secteur agricole et agro-industriel, qui est la mise en place en fait et la mise en œuvre du PACOFID, le programme de compétitivité des filières agricoles. Et donc ce que nous sommes en train de faire, c'est de mettre en place des dispositifs spécifiques de financement par secteur. Et donc aujourd'hui, il va y avoir un dispositif au niveau du programme de compétitivité des filières agricoles qui va permettre en fait de mettre en place des financements avec un fonds de garantie qui permettent beaucoup plus facilement l'accès au crédit des petites et moyennes entreprises qui sont dans le domaine en fait de l'agriculture et de l'agro-industrie. La transformation. Tout à fait. Et donc, le gouvernement a pris ce sujet à bras le corps en mettant en place ces dispositifs-là. Mais ce n'est pas terminé. Il y a en préparation également un décret qui va permettre justement l'opérationnalisation en fait de l'Agence nationale des micro, petites et moyennes entreprises. Et cette opérationnalisation va donner lieu à la mise en place d'un dispositif de financement spécifique pour les micro, petites et moyennes entreprises. Donc ce sujet est un sujet important, c'est-à-dire l'accès au financement en fait, des entreprises. Parce qu'aujourd'hui, lorsque vous allez au crédit bancaire, les garanties demandées en fait, par les banques sont telles que les promoteurs ne sont pas en capacité en fait, de pouvoir financer leurs investissements et parfois ils sont amenés à renoncer ou ils sont amenés en fait, à réduire leurs ambitions de développement. Donc c'est un élément très très important parce que lorsque on interroge les promoteurs, lorsqu'on interroge les investisseurs, l'un des premières difficultés qu'ils mettent en avant, c'est bien évidemment l'accès à l'énergie, bien évidemment, ça c'est très clair pour toutes les industries, et également l'accès au financement. Aujourd'hui, on emprunte dans notre pays à 12%, 13%, 14%. Et donc ce n'est pas viable à long terme. Donc la mise en place en fait, de ces dispositifs va permettre justement de réduire en fait, le coût du risque pour les banques et donc réduire en fait, le coût de la ressource pour les investisseurs. Et là, il y a un certain nombre de dispositifs qui sont déjà en place, d'autres qui vont arriver, et l'ensemble doit nous permettre en fait de pouvoir susciter davantage en fait l'investissement dans notre pays parce que le crédit sera un peu moins cher. Oui, je suis obligé de vous poser la question parce que quand on parle de risque de crédit bancaire, est-ce que on va dire les taux d'intérêt sont surfaits ou réellement c'est une question, c'est uniquement la question du risque qui fait que les banques gardent ce niveau de taux d'intérêt? Non, c'est clair, il n'y a pas de débat là-dessus. C'est la question du risque. Et je m'en vais rapidement pour compléter les propos du directeur général de la pièce, pour dire que le gouvernement a étudié la question de façon holistique avec une démarche fortement pertinente. Le gouvernement aurait pu être populiste en mettant en place un fonds de 50 milliards, 100 milliards. On en a eu l'habitude. Voilà, pour accompagner les investisseurs, les créateurs d'entreprises. Mais 3 ans après, vous allez voir, ça ne va rien donner. Vous savez ce que le gouvernement fait? Le gouvernement travaille depuis 4 ans maintenant à d'abord réduire les facteurs de risque qui font que nous avons un taux plus grand. Vous voyez? Et ces facteurs de risque, c'est quoi? C'est la crédibilité du crédit bancaire. Dans un premier temps, en accord avec les pays de l'UEMOA, le bureau d'information sur le crédit a été mis en place. Depuis
que cette loi a été adoptée au Bénin, vous voulez avoir un crédit bancaire, on vous demande de donner votre consentement à ce que l'information sur ce crédit puisse être publiée dans une plateforme afin que toutes les institutions financières puissent être informées que vous avez pris un crédit chez la banque A avec telle garantie B. Ce qui fera que demain, vous n'irez pas auprès d'une banque B avec la même garantie et demander un autre crédit. Quand vous avez commencé à mettre en place cette plateforme et que l'État a légiféré pour obliger, vous amener à le faire, la loi sur la protection des données... Entendons bien, c'est déclaratif. Oui. C'est celui qui c'est celui qui prête, la banque vous dit, vous donnez, mais vous êtes libre de donner ou de ne pas donner. Mais si vous ne donnez pas, la banque coche. Telle personne a écrit chez nous, mais n'a pas déclaré. Donc, quand vous allez auprès d'une autre banque B, regarde dans votre rapport de solvabilité, dit ah, il a un crédit, mais il a refusé. Donc, au même moment, vous n'aurez pas le crédit. Vous voyez, un tel outil permet déjà aux banques de s'assurer que non, cette garantie que la personne m'apporte est une garantie sûre. Le gouvernement ne s'en est pas arrêté là. Après avoir mis en place de concert avec les autres pays de l'UEMOA, avec la BCAO, le bureau d'information sur le crédit, nous avons mis en place récemment au niveau du tribunal de commerce de Cotonou le registre le répertoire électronique des sûretés mobilières. Ce répertoire dit quoi? En français facile pour nous. Oui, voilà, Laurent est là, j'ai besoin dans mon business, j'ai besoin qu'il me fasse un dépôt de 2 millions. Ouais. Je mets ma voiture en garantie. Ouais. Ma voiture est un meuble. Ouais. Hier, j'allais voir Laurent, entre nous, il me fait un papier, il va au tribunal, il dépose, il consigne ça simplement au greffe. Ouais. Aujourd'hui, c'est un répertoire électronique qui est en ligne. Et l'État dit, pour ces ans de deal, ok, vous allez sur la plateforme et tu déclares avoir pris 2 millions chez Laurent et que tu as mis en garantie telle voiture avec telle immatriculation. Non, c'est pas seulement la voiture. Un meuble, tu peux mettre en gage, par exemple, un stock, c'est-à-dire tu as de la marchandise au magasin avec toutes les spécificités. Vous voyez, ça fait que demain, vous ne pouvez plus utiliser la même garantie pour aller ailleurs. Ouais. Vous voyez, ce sont sur ces éléments que le gouvernement a commencé à travailler pour rassurer les banques. Vous voyez, j'ai mis en place les dispositions nécessaires pour que vous ne preniez, il n'y ait plus trop de risques autour du prêt. J'ai parlé des deux. Il y a un troisième. Nous ne sommes pas là que pour ça, mais pour dire par exemple pour tout ce qui est foncier. Il y a également un répertoire électronique. Oui, le cadastre qui est en train d'être que vous pouvez utiliser ça de façon unique et de façon sûre. Quand on a fini de faire ça, avec la crise du Covid, le gouvernement a dit, ok, maintenant, je peux mettre en place un fonds de garantie. Mais mon fonds de garantie que je vais mettre en place, il faut que ça soit intégré à tous les autres outils que j'ai mis en place. Ce n'est pas parce que l'État a mis en place un crédit que tu te lèves, tu n'as jamais fait un business, tu n'es connu de nulle part, mais c'est toi qui te lèves tout de suite. Mais non, il faut que tu sois connu, qu'on puisse reconstruire ton historique à travers les usages que tu as auprès des banques, bien évidemment, depuis que tu étais étudiant, par exemple, puisque le nom est unique. Vous voyez, c'est pour dire que ce n'est pas un domaine sur lequel le gouvernement dort. Au niveau du gouvernement, au niveau du ministère de l'économie et des finances, c'est une question qui est vraiment étudiée et ce fonds de garantie sera mis en place très bientôt. Le chef de l'État l'a demandé expressément, mais pour accompagner désormais tout le monde, si on est sûr que vous avez un projet viable. Bien évidemment, les fonds existants, notamment le FONAGA, avec le centre de formation, pour être sûr que vous avez, ces fonds vont continuer, seront renforcés, mais il faudrait que nous ayons vraiment des choix pertinent pour que dans 2 ans, on ne puisse pas revenir et dire encore que nous nous sommes trompés. Oui, justement, quand on parle de création d'entreprise, les porteurs de projets, il y a un appel d'air pour que les jeunes béninois et béninoises aillent vers l'entrepreneuriat.
Mais la question qui se pose aussi, est-ce que tout le monde a la compétence de le faire? Est-ce que c'est parce que... Qu'est-ce que... Je veux parler du volet formation. Parce qu'on a vu sur ces dernières années, même sur ces 5 dernières années, avant, il y a, comme vous le dites, des financements qui sont mis en place, les porteurs de projets viennent. Évidemment, il y a eu des filtres pour pouvoir apprécier la viabilité des projets. Au final, je ne suis pas sûr que le résultat ait été très encourageant. Qu'est-ce que l'État fait pour concrètement accompagner, déjà identifier les faiblesses des uns et des autres pour que les porteurs de projets, même si financement il y a, n'aillent pas se casser la gueule et que n'handicapent pas tout le dispositif mis en place? Aujourd'hui, le dispositif que l'APIEX pilote, c'est un dispositif limité à la facilitation, à la création d'entreprises. Nous n'avons pas pour mandat justement de travailler en amont avec les entrepreneurs pour attester de leur capacité à gérer une affaire. Cependant, il y a un certain nombre d'initiatives qui sont prises par la Chambre de commerce et d'industrie, qui seront prises également par l'Agence nationale pour la promotion et le développement des PME, qui aura justement cette mission qui permettra en fait de compléter l'ensemble du dispositif qui est mis en place. C'est vrai que, comme l'a dit le conseiller technique, beaucoup a été fait en matière de dématérialisation pour faciliter la vie en fait à l'entrepreneur. Et donc, cela a permis justement un appel d'air et cela a permis à de nombreux jeunes de considérer qu'aujourd'hui, dans notre pays, il était facile en fait de créer leur activité. Ce qui est important, c'est la création d'activités. Après que cette création débouche sur un insuccès, un échec, c'est la vie entrepreneuriale. Ce qui est important, c'est qu'il y ait beaucoup plus d'entreprises qui se créent que d'entreprises qui disparaissent. Aujourd'hui, entre 2019 et 2020, il y a eu plus de 44% de croissance du nombre de créations d'entreprises. On est passé d'un chiffre de 27 à 28 000 à 41 000 entreprises créées en une année, grâce à la dématérialisation et à la mise en place en fait d'un dispositif qui permet aux uns et aux autres de pouvoir créer leur entreprise sans difficulté, sans tracasserie. Et donc là, ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui, pour toujours cet état d'esprit qui consiste à faire en sorte que il y ait de moins en moins de difficultés, nous sommes en train de pousser d'autres prestations auprès des créateurs d'entreprises, mais en mettant en place en fait une plateforme qui permet en fait aux uns et aux autres de pouvoir communiquer. C'est-à-dire que nous avons une plateforme qui est connectée à d'autres plateformes, qui permet en fait en passant sur cette plateforme de pouvoir accéder en fait à d'autres services. Absolument. C'est ce que nous sommes en train de faire. Et tout cela, l'objectif c'est de fluidifier l'activité économique, de mettre en place en fait un dispositif qui permet en fait les mises en relation. Et ça, je pense que c'est quelque chose qu'on ne met pas souvent en avant, mais qui est très important en fait pour les jeunes créateurs d'entreprises de pouvoir être mis en contact avec d'autres entreprises avec lesquelles ils peuvent être amenés en fait à avoir des courants d'affaires. Et ça, l'APIEX joue également son rôle de promotion des investissements et de développement en fait du secteur privé. Voilà. Sur le sujet, c'est une erreur que de vouloir penser qu'au niveau du guichet, où nous créons des entreprises, qu'il faut veiller à former les porteurs de projets qui viennent là. Vous savez pourquoi? Ils viennent de tous les horizons, de tous les domaines. Le directeur général de la pièce a les statistiques. Ce qu'il y a, il a dit dans une intervention précédente, le gouvernement a une approche filière. Vous voyez, pour ceux qui viennent dans la filière agricole, il y a des projets qui travaillent à ce qu'ils soient organisés, qu'ils se professionnalisent. Vous voyez, aujourd'hui, par exemple, ceux qui sont dans l'ananas, ils sont organisés, ils reçoivent des formations. Ceux qui sont dans les noix de cajou, ils sont organisés. Aujourd'hui, j'ai vu le jeudi dernier, vous avez parlé de la formation technique de l'enseignement professionnel. Aujourd'hui, avec le ministère de l'enseignement technique, nous sommes en train de
professionnaliser pour organiser ceux qui sont dans la menuiserie, ceux qui sont dans la vitrerie. C'est comme ça qu'il faut faire. Mais on ne peut pas regrouper, par exemple, les importateurs de pièces détachées avec, par exemple, ceux qui sont dans l'agriculture et vouloir les former. Chaque filière a ses spécificités, a ses sensibilités, et c'est en cela que le gouvernement travaille méthodiquement pour pouvoir organiser les filières et également communiquer pour que chacun puisse se retrouver dans sa filière. Ça ne servira aujourd'hui à rien. On a suffisamment dit ça, que vous soyez porteur de projet, que vous veuillez réussir et prospérer seul. Vous deviez chercher à vous retrouver avec vos semblables, ceux qui sont dans le même métier que vous, ceux avec qui vous compétissez, pour pouvoir avoir des expériences. Et il faut saluer le dynamisme de la jeunesse béninoise, parce que cela se voit de plus en plus que des jeunes béninois, notamment sur les réseaux sociaux, que des jeunes béninois ont commencé par se mettre ensemble. Et je crois que c'est une bonne nouvelle pour le pays. Voilà. Vous m'avez tendu la perche, vous avez parlé de pièces détachées. Ça me pousse à vous poser la problématique de l'informel. Parce qu'on a un gisement infini d'entreprises potentielles. Bon, ce sont des entreprises seulement qu'elles ne sont pas formalisées. Au niveau du ministère des Finances, bon, en tout cas au niveau du dispositif dans son ensemble, est-ce qu'il n'y a pas des passerelles pour capter, pour essayer d'attirer ces micro-entreprises, ces grosses entreprises aussi vers le formel? Parce que comme vous le dites, l'État crée l'environnement et prélève des taxes, des impôts ensuite. Est-ce que ce gros gisement dont tout le monde sait le poids dans l'économie nationale, est-ce qu'il n'y a pas matière à créer des passerelles pour les capter, les formaliser? Il y a suffisamment de passerelles. Au même moment, il ne faut pas avoir une approche de court terme et dire que d'ici 2 ans, 3 ans, informel au Bénin sera zéro. Je ne crois même pas que ce soit l'ambition du gouvernement. Mais c'est d'avoir une approche qui permet progressivement de les capter tous. Hier, on ne parlait pas de facture normalisée au Bénin. Aujourd'hui, on parle de facture normalisée. Tout le monde court aujourd'hui pour chercher une facture normalisée. Parce que hier, quand vous voulez acheter des fournitures, vous foutez pas mal. Si le gars est dans le formel, le gars est dans l'informel. Mais aujourd'hui, si vous êtes, une entreprise formelle, pour votre comptabilité, vous avez besoin que vos fournisseurs vous apportent des factures normalisées. C'est un problème qui règle déjà un peu l'informel. Mais le gouvernement met en place une politique d'incitation pour maintenant les entreprises qui veulent se formaliser. Vous savez, au Bénin, pendant la première année d'exercice de votre activité au Bénin, vous êtes exonéré de tout impôt. Je ne sais pas si vous voyez. C'est innovant. C'est vraiment innovant. Mieux, nous avons l'initiative des centres de gestion agréés. C'est-à-dire que vous êtes réellement dans l'informel, vous n'avez pas tenu une comptabilité. Le gouvernement a contracté avec des structures qu'on appelle centres de gestion agréés, qui sont là, qui sont sur tout le territoire national, qui accompagnent les entreprises désireuses de se formaliser. Les centres de gestion agréés sont là pour vous aider, pour vous former à tenir une comptabilité simplifiée, à faire un petit bilan. Et si vous accédez à cette initiative, vous êtes accompagné pendant 3 ans. Non seulement la première année, vous êtes exonéré de tout impôt, la deuxième année, vous payez 25%, la troisième année, 25%, la troisième année, vous payez 50% de vos impôts, avant maintenant de voler entièrement de vos propres ailes. Il y a suffisamment d'initiatives directes pour ceux qui veulent, maintenant indirectement ceux qui ne veulent pas, puisque le pays est en train de se formaliser. Vous avez le simple fait que nous ayons aujourd'hui un numéro personnel d'identification. Ça amène toute personne à vouloir faire une action dans votre parcours de vie. À un moment donné, vous serez obligé d'entrer en contact avec un service public ou bien un service privé formel qui va vous demander vos pièces au sérieux. Même la vendeuse de beignets, il ne faut pas se précipiter. À un moment donné, une entreprise sera à côté et qui aura besoin de faire un cocktail et aura besoin de ces beignets. Dit, madame, il faut que vous nous produisez une facture normalisée. Mais il ne faut pas être pressé. C'est une affaire de dynamique. Voilà. Revenons à l'investissement. Quels sont les succès que nous avons engrangés jusque-là en termes d'investissement direct étranger? Là, on laisse un peu les PME et TPE nationaux. Là, on parle des investissements directs.
c'est votre agence disons, qui manage un peu tout ça. En termes d'investissement direct étranger, ces dernières années. Alors, si vous le permettez, nous ne faisons pas la différence entre les investissements des étrangers et les investissements des nationaux. Parce qu'on ne demande pas aux personnes qui viennent investir dans notre pays leur carte d'identité. Oui. Mais bon, ça compte quand même. Oui, non, mais on leur demande en fait pour faire les pièces qui constituent en fait le dossier de demande d'accompagnement. Et donc, on peut avoir en fait des gens qui investissent dans notre pays et qui ne viennent pas théoriquement, et qui ne viennent pas voir l'agence. Ils investissent, ils se développent, ils peuvent ne pas venir voir l'agence. Lorsqu'ils viennent voir l'agence et qu'ils souhaitent un accompagnement de l'État. Un accompagnement, vous savez qu'aujourd'hui, nous avons 2 gros dispositifs et un 3e dispositif qui est en train de se mettre en place. Le premier dispositif concerne en fait le Code des investissements. Le Code des investissements permet globalement à un investisseur qui souhaite s'implanter et transformer sa production chez nous de pouvoir bénéficier d'une exonération totale des droits de douane pour tous les équipements importés pour transformer sur place et une exonération d'impôts sur les sociétés sur une période comprise entre 5 ans et 17 ans. Donc entre 5 ans et 17 ans, vous ne payez pas d'impôts sur les sociétés ici au Bénin si vous êtes agréé à un des 3 régimes du Code des investissements. Donc ça, c'est le premier dispositif. C'est un dispositif qui existe aujourd'hui, qui est opérationnel aujourd'hui et qui conduit en fait régulièrement à faire passer en Conseil des ministres des demandes d'agrément de société au Code des investissements. Deuxième dispositif, important également, c'est le dispositif en fait de la zone économique spéciale. Ce dispositif c'est un dispositif qui est très important parce que les avantages que peuvent obtenir les entreprises qui s'installent dans le périmètre de la zone économique spéciale, qui est 1640 hectares, de pouvoir disposer en fait d'une exonération des droits de douane sur tous les équipements importés également, toutes les matières premières qui entrent dans la transformation, exonération totale, disposer également d'une exonération d'impôts sur les sociétés pour une durée indéterminée. Je rappelle à nos amis téléspectateurs que la zone économique dont vous parlez, c'est celle en construction à Glodjibé. Absolument, c'est celle qui est à Glodjibé aujourd'hui et vous pouvez, en allant vers Alada, avoir le loisir de voir en fait les travaux en cours où il y a actuellement sur le chantier, il y a à peu près 700-800 personnes qui travaillent sur le chantier pour l'aménagement de la zone. Donc c'est une zone très très importante pour nous qui va être le véritable catalyseur en fait du développement industriel de notre pays. Et donc la loi sur la zone économique spéciale permet de disposer justement de tous les avantages qu'on peut offrir en fait à une entreprise. Vous savez qu'au niveau de la zone, il n'y a pas également pour les salariés qui sont embauchés l'obligation pour l'employeur de payer en fait une taxe patronale sur les salaires. Donc ça également c'est un avantage. C'est l'État qui prend tout ça en charge. Oui, l'objectif. Avant que vous n'ayez plus loin, vous parliez d'exonération. Bon, je me mets à la place des téléspectateurs, on peut se dire, mais est-ce qu'au final l'État y gagne? Mais l'État y gagne énormément. Pourquoi l'État y gagne énormément? L'État y gagne déjà par le fait que ces entreprises qui s'installent auront besoin en fait de sous-traitants. Et sous-traitants, ce sont toutes les entreprises qui sont dans notre pays et qui sont amenées en fait à avoir des relations d'affaires avec ces entreprises qui s'installent. Ça, c'est premièrement. Et ces entreprises, ces sous-traitants sont pour la plupart dans le droit commun. Donc, premier élément. Deuxième élément important, mais l'emploi. L'emploi qui est vraiment quelque chose d'important pour nous, pour nos sœurs, pour nos frères, pour nos parents. L'emploi, c'est quelque chose de très, très important. Et donc, ce qu'il gagne l'État, c'est le fait que nous allons concentrer dans un endroit, nous allons concentrer l'essentiel, en fait, de la production de richesse, en fait, du pays. Et donc, nous aurons, en fait, des emplois. Et tous ces employés, ils ont une maison, ils ont des familles, ils ont des besoins, Et donc, ce que gagne l'État gagne le fait que nous aurons une classe employée de jeunes, de moins jeunes, qui vont avoir un revenu, et ces revenus-là vont être distribués en fait dans l'économie. Voilà. Donc ça, c'est vraiment très très important. Et donc, je veux rassurer en fait
les téléspectateurs du fait que, effectivement, le dispositif est vraiment gagnant en fait pour l'État, pour notre pays. Ce n'est pas parce que vous accordez des exonérations d'impôts que vous ne gagnez pas en retour. Il faut avoir une approche beaucoup plus, je dirais, intelligente et considérer toutes les externalités que vont entraîner en fait ces investissements dans notre pays. Pourquoi? Parce que la plupart de ces investissements sont conduits par des investisseurs qui sont locaux et qui sont étrangers. Et donc, il y a un afflux massif en fait, de capitaux qui vont aller dans cette zone-là. Et cet afflux de capitaux va nous permettre en fait d'avoir une balance des paiements beaucoup plus intéressante, d'avoir un développement économique, la création d'une classe moyenne, et tout cela accélère en fait le processus de développement. Et en plus, vous savez ce qui peut se passer, ce qui se passe également, c'est la formation en fait des jeunes. C'est-à-dire qu'un jeune à l'emploi, il est formé. Il a un métier, il peut après vendre son talent, sa compétence, il peut le vendre en fait à d'autres entreprises et créer en fait un marché du travail beaucoup plus dynamique. C'est la raison. J'insiste là-dessus, j'insiste là-dessus parce que en faisant un peu, disons, le tour de tout ce qu'il y a comme études, les expériences des zones franches, on va dire, ne serait-ce que l'Afrique de l'Ouest, le Ghana, la nôtre, on a une autre à Sémé, au Nigeria, ainsi de suite, n'encourage pas, ne rassure pas vraiment. On peut voir les plus contemporaines, au Gabon, en Éthiopie, ainsi de suite. Non, vous pouvez te rassurer, celle en Éthiopie, les zones économiques en Éthiopie, ça marche très très bien. Oui, encore que, on parlera de l'emploi tout à l'heure. Oui, non, mais globalement, l'Éthiopie s'est quand même complètement transformée grâce à l'afflux en fait de capitaux étrangers dans le cadre en fait de zones industrielles qui ont été mises en place. Concernant le Gabon, la zone économique de Ngok est un succès. Oui. Moi j'ai jeté la vérité. Bon, on peut en parler si vous souhaitez. Mais ce qui est important, c'est que ce gouvernement ne travaille pas comme les autres gouvernements. Il y a une approche qui est réfléchie, qui est intelligente, qui a consisté à se poser la question pourquoi les zones économiques ne marchent pas. Si on prend le contre-exemple de la démarche, c'est celle que nous avons eue en fait à Sémé. L'État à Sémé n'a pas mis en place en fait les infrastructures minimales pour permettre en fait le développement de cette zone. Infrastructure minimale, il n'y en a pas tant que ça. Il faut faire venir la route à l'extérieur et à l'intérieur de la zone. Mais à l'intérieur de la zone, il faut choisir en fait un aménageur. L'État ne peut pas, comme l'a dit le conseiller technique, l'État n'a pas vocation à gérer une zone économique spéciale. Ce n'est pas son métier. Qui dans ce pays a déjà géré une zone économique spéciale? Quel fonctionnaire a déjà fait ça? Non, ce n'est pas son métier. Et c'est la raison pour laquelle je vous dis que la démarche de ce gouvernement est une démarche méthodique. Qu'est-ce qui marche? Ce qui marche, c'est de travailler en partenariat public-privé avec une entreprise dont c'est le métier. Donc on a été choisir l'une des meilleures entreprises au monde, connue et reconnue pour l'aménagement et l'exploitation d'une zone économique spéciale. C'est le groupe Eurise que nous avons choisi pour nous accompagner dans cette aventure. La même qui a contribué pour celle du Togo à côté. Absolument, mais ce n'est pas du tout la même dimension. Ce n'est pas du tout la même dimension, ce n'est pas du tout le même type de zone. Et donc, l'État doit amener 4 infrastructures majeures. Il doit amener la route, il doit amener l'énergie, dont on parlait tout à l'heure, et ça c'est très très important. Il doit amener l'eau, et l'État doit amener la fibre. Aujourd'hui, il doit amener la fibre. Rien de tout cela n'a été mis en place à Sémé. Aujourd'hui, le calendrier est clair en ce qui concerne la zone économique spéciale de Gouldjibé. L'eau est déjà sur le terrain, c'est terminé, les travaux sont réalisés. Maintenant, c'est à l'aménageur en fait de faire toutes les infrastructures, construire les infrastructures à l'intérieur de la zone. Donc, il est très clair que le partage des responsabilités entre l'État et l'aménageur sont très clairs aujourd'hui et c'est inscrit dans un cahier des charges
dans un contrat. En ce qui concerne l'électricité, avant la fin de cette année, en décembre 2021, l'énergie sera en quantité et en qualité à l'intérieur de la zone. Ce qui n'est pas le cas de Sémé. Il reste la fibre. La fibre, en juin 2021, la fibre est déjà arrivée au droit de la zone des 1640 hectares de la zone économique spéciale. Il reste aujourd'hui la route. Le lancement, en fait, est programmé par la direction des infrastructures. Et donc, cela va se faire dans... Vous savez que la route qui va vers Glodjibé, vous savez qu'il y a le terrain d'assiette, le foncier est disponible. Oui. Là, donc ça existait déjà. Oui. Et donc, nous allons effectivement mettre cela en œuvre de manière à ce qu'on puisse accéder en fait à la zone économique spéciale dans de bonnes conditions. Oui. Voilà. Donc, ce sont les 4 conditions pour permettre justement une viabilisation des zones. Et puis, 5e condition, qui est trouver le partenaire technique de référence qui est capable de nous accompagner, et après mettre en place des structures de l'État avec un ministère des Finances qui accompagne, qui dynamise en fait le processus. Justement, nous permettre. Ce sont ceux qui ont la calculette. Donc on parlait d'exonération, on parlait de tout ce qui a comme incitation fiscale. Rassurez-nous, le directeur de la pièce vient de nous rassurer que le solde à la sortie est net, est bénéfique pour nos pays. C'est clair, c'est clair. Vous savez, pour des initiatives du genre, afin de pouvoir faire venir des investisseurs, nous sommes en pleine compétition avec non seulement des pays de la sous-région, mais avec le monde entier. Vous voyez, quand vous voyez de gros investisseurs américains quitter les États-Unis pour délocaliser leur production en Chine ou quelque part en Éthiopie, c'est pas deux choses, c'est parce que le climat est ailleurs pour lui, est meilleur pour lui ailleurs. Le Bénin doit s'inscrire dans la même dynamique. Ça ne sert à rien. Ou simplement il a des coûts du travail plus alléchants. Oui, forcément. Quand vous parlez de coûts du travail alléchants, venons-en. On connaît le coût du travail au Bénin. Ce n'est pas quand l'investisseur vient que le coût change. N'est-ce pas, si vous voyez, à l'heure où nous parlons aujourd'hui, et quand on sait que le PIB normal en Malaisie est de tel et le PIB normal au Bénin est de tel, le gouvernement n'a pas besoin de réduire. De façon naturelle, on voit qu'aujourd'hui c'est plus alléchant pour lui ici qu'ailleurs. Il ne faut pas dire que nous allons travailler, faire amener des investisseurs, le Béninois qui se retrouve à 60 000 par mois, que subitement pour le même travail qui soit à 120 000. Non, pas du tout. Même le travailleur béninois, même si on réduit ça à 50 000, il est sûr de l'avoir. C'est ce que je voulais demander. Et il est sûr de l'avoir tout le temps. Et c'est dans cette dynamique que le chef de l'État est. Il a expliqué à plusieurs occasions. Il faut croire en l'approche du gouvernement. Le directeur général de la pièce a insisté là-dessus. C'est une approche totalement différente. Nous n'avons pas inventé un vaste terrain pour dire que c'est une zone économique spéciale. C'est une idée, c'est une approche, c'est un mécanisme qu'il y a derrière ça. Ce n'est pas un terrain nu, mais c'est un terrain avec des infrastructures. Et il y aura quelqu'un, un aménageur, qui aura la charge de promouvoir cet espace-là. Quand on parle de zone économique spéciale, j'aime le dire, pendant longtemps, quand nous parlons de zone industrielle, on voit une propriété foncière. Mais non, ici, le foncier n'est qu'un petit point lambda. C'est beaucoup. Vous voyez, il y a la fibre optique, il y a l'énergie qui est déjà là, il y a l'eau, il y a des facilités fiscales, il y a un régime particulier. Il y a maintenant quelqu'un qui a la responsabilité de promouvoir la zone. C'est lui qui va à travers le monde entier promouvoir cette zone et attirer les investisseurs pour qu'ils viennent s'installer. On n'a pas dit que pour les entreprises qui viennent, que ces entreprises sont défiscalisées. Les entreprises ne sont pas défiscalisées. Elles payeront certains impôts. Il y a des impôts spécifiques sur lesquels, après avoir fait une étude, une approche benchmarking bien performante pour voir ce qui se fait ailleurs, en quoi nous pourrions être plus compétitifs, que ces propositions ont été faites. Ce que nous perdons au plan fiscal, si nous gagnons cela,
un salaire, pour nos concitoyens. Si nous gagnons cela en protection sociale pour nos concitoyens, si nous gagnons cela en construction d'hôpitaux pour nos concitoyens, qu'est-ce que le peuple va réclamer de plus? Je crois que c'est dans cette approche que le gouvernement est et qu'il faut croire en la capacité de gestion de nos gouvernants. Voilà, il nous reste exactement 29 minutes. Je rappelle à nos amis téléspectateurs que vous pouvez, pour le temps qui nous reste, vous pouvez poser des questions. Le numéro va défiler en bas de votre écran. Nous allons, pour la dernière partie de cette émission, nous allons nous intéresser au dernier pan de cet extrait du discours du chef de l'État. Et le président de la République a parlé du retour de l'État dans l'investissement industriel pertinent. Est-ce que ça veut dire que, parce que les Béninois sont ataviquement attachés à ce qu'on ait des entreprises publiques. Bon, on a subi un vent de mauvaise gestion, des entreprises ont été liquidées. Quand le président de la République parle du retour de l'État dans l'investissement industriel, bon, le mot pertinent veut tout dire. Est-ce qu'on va vers je ne dis pas, j'exclus toute nationalisation, mais est-ce que ça veut dire l'État commence par s'associer, prendre des parts importantes dans des entreprises privées, ou comment ça va se faire concrètement? Alors, en fait, c'est le troisième pan en fait, du dispositif mis en place par l'État. J'ai parlé du Code des investissements, j'ai parlé de la loi sur les zones économiques spéciales, et j'ai parlé en fait de cette nouvelle stratégie en fait de promotion de développement industriel de notre pays. L'idée est très simple, ça a marché partout dans le monde. Si vous allez en Europe aujourd'hui, la plupart des États participent dans des sociétés privées, et ce n'est que à cause des politiques d'ajustement structurel qui ont été mises en place en fait dans nos pays, que l'État s'est retiré, s'est complètement désengagé en fait. Et ce n'est pas mauvais que l'État se soit désengagé, parce que l'État n'a pas une vocation à gérer l'activité économique. Ça, soyons clairs. Ce qui est important, c'est la notion du risque pour l'investisseur et pour le promoteur. Et ce que nous cherchons à faire aujourd'hui, ce que cherche à faire le gouvernement, c'est d'identifier en fait des secteurs qui sont des secteurs prioritaires. Et dans ces secteurs prioritaires, l'État va susciter l'arrivée ou le développement en fait d'entreprises dans ces secteurs prioritaires. Et pour mitiger le risque, pour limiter le risque pour ces investisseurs, pour ces entrepreneurs, l'État va les accompagner, non pas simplement en matière du Code des investissements, non pas seulement en matière d'installation dans les zones économiques spéciales, mais l'État peut être amené à rentrer au capital de ces sociétés. L'État rentrerait au capital de ces sociétés pour les accompagner avec une volonté de sortie au bout de 3, 4, 5 ans à décider avec le promoteur. Mais pour des secteurs qui sont prioritaires pour nous. Je prends juste un petit exemple. Nous sommes aujourd'hui en train de construire la cité de Wedo. Et donc, vous savez que dans cette cité, il y a énormément, en fait, il y a des portes, il y a des fenêtres, il y a toute une industrie du bois, et nous sommes obligés, en fait, d'importer la quasi-totalité, en fait, de tout ce bois. Nous sommes obligés de les importer. Le fait de les importer, la valeur est créée à l'extérieur de notre pays. C'est-à-dire que nous exportons, en fait, la main-d'œuvre. Si nous les avions fabriqués au Bénin, nous aurions en fait des milliers de jeunes béninoises et béninois qui auraient un emploi et qui produiraient en fait ces portes. Oui, mais nous sommes censés avoir du bois. Non, nous avons la matière première. Nous avons la matière première. Mais le bois qui est transformé et qui arrive chez nous, ce sont des panneaux. Des panneaux. Vous voyez, ce n'est pas le bois brut. Vous voyez, sinon ça reviendrait trop cher. Et donc, nous n'avons pas d'industrie au Bénin capable de nous produire, en fait, ces milliers de portes et de fenêtres. Et donc, l'idée, c'est de dire que ce secteur, il est prioritaire parce que nous avons la matière première de bois dans notre pays. Que faisons-nous? Ce que nous allons faire, nous allons susciter
de la part en fait des entreprises qui travaillent ici, qui ont les marchés, la création d'une activité dans notre pays qui va permettre justement de produire en fait ces portes et ces fenêtres au lieu de les importer. Qu'est-ce qu'on y gagne? Bien évidemment, vous allez dire, on va peut-être perdre le fait qu'au niveau de la douane, on n'aura pas de taxe à l'import de ces produits, mais nous allons gagner des milliers d'emplois. Oui. Nous allons gagner la formation technique de nos jeunes. Et nous allons réduire également les coûts. Parce que quelque chose de produit ici, avec une main-d'œuvre qui est moins chère ici, avec un coût de transport que ne supporte pas le produit, va nous permettre, en fait, si on travaille bien, d'optimiser le coût de l'unité. Et donc, vous voyez que ce gouvernement réfléchit, travaille et se dit, mais nous avons sur 4-5 ans des investissements massifs à réaliser. Je prends un autre exemple. En matière d'assainissement et en matière de tuyaux d'assainissement, on peut les produire dans notre pays. Pourquoi ne suscitons pas la création en fait, d'entreprises qui vont produire sur place en fait, ces tuyaux? Deuxième exemple. Troisième exemple. En matière, en fait, de tout ce qui est menuiserie aluminium, verre, pourquoi nous ne les produirons pas dans notre pays? Donc, vous voyez bien que nous avons des investissements massifs à réaliser dans notre pays, qui sont en cours aujourd'hui. Vous savez qu'il y a la cité ministérielle qui va être construite, on a encore les tranches de la cité de Rouedo. Vous voyez, il y a 20 000 logements à construire, il y a également le marché de gros, il y a énormément en fait d'investissements que nous allons réaliser dans notre pays. Et donc l'idée c'est d'identifier des secteurs qui sont prioritaires, qui sont stratégiques pour nous, et de voir comment on peut aider des industriels désireux d'investir dans le secteur, comment on peut susciter leur arrivée chez nous, et les accompagner, puis sortir en fait du dispositif et les laisser. La question qui se pose aux financiers, est-ce que dans la phase dans laquelle nous sommes, est-ce que le Bénin a quand même de la liquidité pour se permettre de prendre des parts de capital dans ces entreprises-là? Est-ce que, puisqu'on est dans une phase de mobilisation de ressources, parce que les projets, le directeur l'a dit, sont importants, est-ce que nous avons, et on a l'État des exigences prioritaires, l'école, la santé, ainsi de suite, est-ce qu'on a encore de la marge pour mettre la main à la poche, pour prendre des parts de capital dans certaines entreprises potentiellement? Comme vous le savez, je l'ai expliqué tantôt, tout est une question d'organisation. C'est une question... Je m'excuse, est-ce qu'on a... Allô? Allô? Vous pouvez continuer. Tout est une question d'approche. Oui. Vous avez la meilleure approche. Les questions de ressources ne sont pas un problème. Quand vous êtes sûr de votre projet et quand vous êtes certain du retour sur investissement, ce n'est pas trouver les investissements qui posent problème. C'est maintenant que l'État a pris cette décision. Cette décision n'a pas été prise il y a 5 ans parce qu'il fallait poser les bases des préalables. Aujourd'hui, la matière est là. Vous savez, on a parlé de 20 000 logements à construire. On a parlé de cités ministérielles. On a parlé d'aéroports de gros, asphaltage 2, construction des stades, des stades, phase 2. Ça veut dire quoi? Pendant 5 ans, le Bénin sera la plaque tournante de tous les chantiers de la sous-région. Ça, si vous voyez. Si nous nous organisons bien, nous pouvons profiter de cette aubaine-là pour pouvoir avoir quelques industries dans notre pays. 20 000 logements, tout ça, vous imaginez la quantité de ciment qu'il faille. Il faut en profiter pour renforcer la capacité de nos cimenteries, pour faire venir de nouvelles cimenteries. Sinon, ce n'est pas évident que toutes puissent pouvoir produire cette quantité de ciment au même moment, parce que tous ces chantiers sont en cours au même moment. La quantité de portes pour ces logements, le faire. Vous voyez? Et en le faisant, le gouvernement a maintenant passé à la formation. Il faut professionnaliser notre système éducatif pour que désormais nos menuisiers soient formés
dans un établissement professionnel. Oui. Nos vitriers soient formés dans un établissement D'où le projet professionnel. des écoles de métiers. Dans des les centres écoles de techniques métiers. dont on a Mais en parlé. les formant là, il faut des chantiers pour appliquer. Il faut des chantiers pour les recueillir. Et ce qui est bien, en étant le premier État dans la sous-région à pouvoir lancer tous ces chantiers à la fois, vous savez, les prochains chefs d'État qui viendront dans les autres pays auront les mêmes initiatives, c'est-à-dire comment le Bénin a fait pour pouvoir construire son pays rapidement. Ils ont lancé les chantiers. Si les industries sont déjà au Bénin, ils n'iront pas ailleurs. Bien sûr. Le Bénin veut créer ces industries parce que, bien évidemment, dans la sous-région, les industries n'existent pas et qu'on les importe d'ailleurs. Mais si nous sommes les premiers à implanter ces industries, ce n'est pas seulement pour la période conjoncturelle de nos chantiers, mais c'est également pour exporter dans les 10-20 prochaines années dans tous les autres pays de la sous-région qui ont les mêmes problèmes que nous, qui ont également besoin de construire leurs États. Les investisseurs sont là, ils sont dans tous les pays, ils ont de l'argent, ils ont de l'argent frais, mais ils n'attendent simplement qu'à avoir en face de bons projets où le retour sur investissement est propice et assuré, et ils vont venir. L'État ne va pas produire ou bien sortir la caisse à planche pour produire du billet. Ce n'est qu'en faisant de bons montages, en ayant de bons projets, en permettant aux différents ministres de sortir du pays pour aller convaincre les investisseurs de ce que le Bénin maintenant est le pays idéal pour investir. Ce n'est que comme ça que nous aurons de ressources, et c'est ce que le gouvernement essaie de faire depuis 5 ans jusqu'à aujourd'hui. Ça n'a pas menti. Je crois qu'il faut continuer d'avoir confiance. Oui, justement, vous n'êtes pas sans savoir, on sort d'une période, non, on ne sort pas, on est encore en plein Covid. En temps, il y a la fermeture des frontières avec le Nigeria. Pourtant, un pays à part la Côte d'Ivoire, je pense qu'on est pratiquement le seul pays de l'espace UEMOA à s'en sortir quand même. On a le terme consacré, c'est la résilience de notre économie. Qu'est-ce que toute cette période nous enseigne? C'est vrai qu'on peut dire que les choix du gouvernement se sont avérés payants. Mais au-delà de ça, pour l'environnement économique, pour les entreprises qui sont, pour les petites et moyennes entreprises, les grosses entreprises, qu'est-ce que ça nous enseigne? Est-ce que c'est un modèle qui, je ne dirais pas exportable? Qu'est-ce que cette résilience-là, au-delà des choix, comment nous sommes arrivés quand même à sortir indemne en tout cas de la période sensible? L'anticipation, écoutez, j'ai dit 250 services publics dématérialisés. Si il y a 4 ans, on n'avait pas dématérialisé autant de services, si actuellement il fallait encore continuer de se déplacer à la pièce pour créer une entreprise, peut-être que le directeur général de la pièce serait tombé malade et qu'il aurait perdu des facultés. Je ne sais pas si vous voyez. Mais parce que pendant la période Covid, il venait au boulot, il ne recevait pas de l'affluence parce qu'il était en ligne. Ses services étaient en ligne. Pareil, nos administrations, les impôts ont tourné normalement. L'anticipation sur toutes les questions, et je crois que c'est ce que le gouvernement est en train d'apprendre aux populations. Jamais durant la période nous n'avons été surpris. Jamais pendant la période de la crise nous n'avons jamais été surpris, parce que à chaque fois il fallait anticiper, il fallait voir plus loin, et non pas gérer seulement la conjoncture, mais voir après. Ce qui s'est imposé de facto, on parlait de dématérialisation, que ce soit en Afrique subsaharienne ou en Europe. En Europe, c'est le télétravail, en tout cas, les habitudes. Aujourd'hui, je vais juste faire une lucane sur le numérique. Là, il y a un gisement d'emploi incroyable. Comment un pays comme le nôtre peut en tirer parti? Très bien. Alors, je veux juste, pour rebondir sur les propos du conseiller technique, effectivement, l'APEX a été confrontée juste pendant cette période à une difficulté qui est liée au fait que nous avions une influence physique de population, de jeunes qui souhaitaient créer leur entreprise
Et grâce à l'anticipation, qui était le maître mot, effectivement, nous avons, 8 mois avant, commencé à réfléchir sur tous les processus de dématérialisation, aidés en cela par les différents groupes de travail qui ont été mis en place par l'État, piloté par le ministère de l'économie et des finances. Et nous avons pu travailler avec les différentes administrations pour réduire en fait les processus de création d'entreprise. Et donc, dès que la crise est arrivée, nous nous sommes trouvés dans une situation où nous étions obligés en fait de fermer nos bureaux pour ne pas créer cette affluence à l'intérieur, pour ne pas créer un cluster de développement en fait de la pandémie. Et nous étions en test en ce qui concerne en fait la plateforme Mon Entreprise Point BJ, de la dématérialisation en fait de l'ensemble du processus. Et nous avons pris la décision, à un moment donné, nous ne pouvons pas fermer en fait l'agence à la création d'entreprises, alors même que l'État faisait ses efforts pour essayer d'avoir une démarche intelligente en matière en fait de lutte contre la pandémie, en mettant en place en fait des zones, des corridors. Exactement. Et donc on s'est dit, l'État met en place des corridors, et donc il faut que nous puissions également avoir cette approche intelligente, cette approche fine, pour nous permettre justement de continuer à travailler. Alors qu'est-ce qu'on fait? On a pris le risque de fermer complètement, mais de communiquer énormément à l'extérieur pour dire aux populations, vous pouvez toujours continuer à créer votre entreprise, mais en ligne. Et nous mettons en place au sein de la PIEX un call center pour vous accompagner en cas de difficulté. Et nous avons joué, et le 20 janvier 2020, nous avons fermé la PIEX à l'arrivée en fait des jeunes créateurs, mais en mettant en place en fait ce dispositif qui leur a permis rapidement de prendre. Nous avons senti en février, mars, une chute, mais tout de suite, tout est remonté. Donc, le numérique a été vraiment pour nous un outil de développement. Et vraiment, c'est quelque chose qui est remarquable. Et aujourd'hui, nous recevons, tous les 15 jours, 3 semaines, nous recevons des agences de toutes les régions d'Afrique, qui viennent s'inspirer de ce que nous faisons. Nous avons reçu la Guinée, nous avons reçu le Sénégal, nous avons reçu le Burundi, qui viennent voir exactement, mais comment vous faites vous pour créer... Voilà. Donc, sur ces aspects-là, nous avons vraiment bien travaillé au Bénin. Alors, en ce qui concerne ce que nous enseigne la crise en matière de numérique, dans le business, aujourd'hui, ce qui se passe, c'est qu'il s'est développé dans le monde, en fait, une nouvelle approche liée à la pandémie. Et donc, il s'est installé l'idée qu'on n'a pas besoin d'avoir, en fait, des magasins, des boutiques, où on a moins besoin. Et par contre, on a besoin, je dirais, de plateformes. Et donc, la crise a conduit à cette réflexion que l'industrie en fait des plateformes va se développer, parce que la crise a installé dans l'esprit des gens qu'ils pouvaient faire des choses sans être obligés de se déplacer. Et donc nous avons déjà commencé à anticiper sur ces éléments-là depuis juin 2020, où nous avons commencé à travailler avec l'industrie de la plateforme, le seul que nous avons ici sous la main, seule importante, parce qu'il y en a une autre ici qui essaie de s'en sortir et qui travaille bien également. Et nous avons commencé à travailler avec eux, et le fait qu'ils se sentent accompagnés, ça les a conduits à nous présenter un projet de développement qui consiste à créer au Bénin une école qui va former des jeunes à l'industrie des plateformes. Et donc, cette école va ouvrir au codage, au développement, avec un terrain d'application qui est l'entreprise aujourd'hui, qui fonctionne au quotidien. Et donc, nous aurons donc, dès la rentrée, une école, je crois, de 80 jeunes sélectionnés,
qui seront en concurrence en termes de production. Ils seront en concurrence avec des écoles de formation ou des écoles ou des entreprises qui produisent en fait des plateformes en Chine et en Inde. Et donc, ce qui est important à savoir, c'est que la crise peut être une véritable opportunité pour nos jeunes, parce qu'on n'a pas besoin de beaucoup d'infrastructures pour mettre en place en fait ce dispositif. Un ordinateur, une connexion et des jeunes un peu intelligents, un peu smart, et c'est parti. Et donc on va profiter de la crise, et donc ça c'est un élément important. Et puis les entreprises qui sont installées chez nous vont doubler en fait le nombre de salariés qu'ils ont en fait dans le domaine en fait des centres d'appel, crédibilisant l'idée que au Bénin, on peut transformer en fait la plateforme de Cotonou vraiment en un hub en fait de développement des services numériques. Voilà. Pour le ministère des Finances, il nous reste quelques minutes. Je voudrais juste paraître un peu provocateur. Qu'est-ce que vous avez encore dans la besace pour les petites et moyennes entreprises? Peut-être la TPS à 50 000, je ne sais pas. C'est juste pour savoir. Non, est-ce qu'on a besoin? Je parle des incitations. La TPS à 50 000. Les incitations, c'est pas forcément au niveau fiscal. Le chantier le plus urgent, c'est celui de la mise en place d'un système de garantie pour faciliter l'accès au financement, l'accès au financement, l'accès au crédit bancaire, aux porteurs de projets, au-delà de l'accès aux finances. C'est également toute la problématique de l'accès au marché public, de l'accès au marché public. Et vous voyez le dernier code des marchés publics qui a été voté en fin d'année dernière donne cette possibilité-là véritablement aux responsables, aux personnes responsables des marchés publics dans les différents ministères et institutions, afin que tous les promoteurs locaux qui ont la possibilité de concourir au marché public, qu'il n'y ait plus de barrières. Pour qu'il n'y ait plus de barrières pour eux. Aujourd'hui, maintenant, les pièces administratives ne sont plus éliminatoires. On sait bien qu'hier, c'était ces pièces-là qui éliminaient déjà à l'entame. Il y avait même une spécialité pour ceux qui savaient concocter les dossiers. Non, aujourd'hui, ces pièces ne sont plus du tout éliminatoires, et c'est suivi de près par le gouvernement. Ce qui est encore mieux, c'est tout le système qui est en train d'être mis en place actuellement pour être à l'écoute des porteurs de projets, pour être à l'écoute des chefs d'entreprise. Et c'est ça l'amélioration continue du climat des affaires. L'État n'a pas à venir définir un soir à la télé ou bien publier la liste des actions à mettre en place, mais c'est de maintenir un dialogue permanent avec le secteur privé pour pouvoir recenser chaque fois leurs préoccupations, discuter avec elles, afin que toutes les réformes qu'ils ont mises en place soient toujours au profit du secteur privé, afin que notre secteur privé soit plus performant pour mieux accompagner le développement de notre économie. Et c'est cela qui est mis en place par le ministre de l'Économie et des Finances, le ministre d'État, du dialogue permanent avec les porteurs de projets, avec les chefs d'entreprise. Parce que nous ne faisons pas forcément focus sur les PME. Les grands industriels, les grands chefs d'entreprise également ont besoin d'être écoutés. Ils ont également des problèmes spécifiques qui leur sont chers, et ils sont reçus régulièrement. Maintenant, au niveau du ministère de l'Économie et des Finances, et ça va se poursuivre, ils seront davantage reçus. Je ne voudrais pas sortir la brosse à reluire, parce que c'est pas mon travail, mais qu'est-ce qui fait la spécificité du management au ministère de l'Économie et des Finances? Parce qu'on peut le dire sans parti pris, on trust au niveau sous-régional africain des distinctions sur distinctions. Est-ce que c'est juste le facteur compétence, clairvoyance, les choix? Bon,
Je vous autorise à faire votre petite publicité. Non, je suis convaincu que le rythme est donné par la marina et que quand le rythme est lancé, si vous n'avez pas le choix, vous suivez. D'accord, ok, voilà pour. Monsieur le DG de l'APIEX, je vous laisse le dernier mot. On a encore de beaux défis devant nous. Il y a la zone économique spéciale, bien évidemment, qui on jugera sur pièce bientôt quand ce sera opérationnel. Qu'est-ce que vous avez encore dans votre besace pour les potentiels créateurs d'entreprises et l'investissement en général dans notre pays? Mais comme on l'a dit, il n'y a jamais de clap de fin au niveau, lorsqu'on s'occupe en fait des investisseurs et des investissements dans un pays. Ce qui est important pour nous, c'est d'abord de faire venir le maximum d'investisseurs et de consolider en fait les bases qui vont permettre à ces investisseurs de se développer de manière à ce que nous ayons en fait un développement durable. Vous savez que notre pays, les choix que nous faisons aujourd'hui vont impacter dans 15 ans, dans 20 ans, dans 30 ans, les fils et filles de ce pays. Donc, nous devons être suffisamment clairvoyants, suffisamment agiles, suffisamment à l'affût des opportunités pour, à chaque fois, adapter les pas à ce qui va permettre à notre pays de pouvoir se développer. Aujourd'hui, ce sont des priorités sont dans un certain nombre de domaines. Nous avons priorisé l'agro-industrie, nous avons priorisé le tourisme, nous avons priorisé également tout ce qui est numérique. Et pour mettre tout cela en musique, nous devons faire en sorte que les ressources humaines que nous avons en quantité aujourd'hui dans notre pays passe à une qualité supérieure. Ce qui va nous permettre en fait de consolider en fait notre croissance et d'assurer, de garantir que sur le futur, notre pays sera toujours bien positionné avec un taux de croissance important, avec un développement humain important. C'est le fait que les ressources humaines viendront soutenir en fait les priorités affichées par le gouvernement. Et ça, c'est très important. La formation professionnelle et technique, c'est le socle sur lequel nous devons bâtir une économie résiliente, une économie solide et une économie pour l'avenir de nos jeunes. Voilà, d'ailleurs c'est à cause de ça que nous avons commencé cette série d'émissions thématiques avec le sujet de la formation professionnelle et technique il y a exactement une semaine de cela. Merci pour vos éclairages sur cette thématique de l'amélioration du climat des affaires. Je rappelle que vous êtes le directeur général de l'agence de promotion des investissements et des exportations à APIEX. Nous étions aussi avec le conseiller technique au suivi des réformes du ministère de l'économie et des finances. Merci à vous pour vos éclairages. C'est vrai que c'est un sujet passionnant. Si on n'y prend pas garde, on pourrait passer toute la nuit. Chers amis téléspectateurs, en espérant que vous ayez glané ici et là quelques idées sur tout ce qui est en train d'être fait dans notre pays pour susciter la création d'entreprises et booster les investissements créateurs de valeur ajoutée, d'emplois, de richesse pour la nation. Merci à vous toutes et tous qui nous avez suivis.